Des profils hybrides. Sales et tech qui, grâce au no-code, vous permettent d'attaquer le marché plus rapidement. Entrepreneur as a service. J'ai pu également constater qu'il y a plusieurs profils de gros hackers, je dirais, et même de définition de marketing. C'est-à-dire que beaucoup de personnes dans l'écosystème, et même en termes d'audience, voient le gros hacking comme l'information utile, la compétence ultime pour être bon en acquisition donc de différentes audiences. En ayant fait plusieurs formations et en m'intéressant vraiment au gros hacking, j'ai l'impression que toi, tu as un profil différent qui va beaucoup plus loin dans le funnel art et qui justement a des techniques, qui est une définition, une philosophie du marketing, lapsus, du gros hacking différente. Et quelle est ta philosophie, toi, ou ta définition du gros hacker? Et s'il y en a plusieurs, lesquelles? Kevin, merci d'avoir accepté l'invitation. Et hello Gaël. Salut. Nous chez Nice to Meet You, Kevin, on a une golden list un peu de chacun, parce qu'on est 5-6 bizdev hybrides sur des sujets de marketing, de produits et de nos codes. Et on a un peu tous notre liste de personnes avec qui on aimerait échanger. Et je pense que dans la liste de Gaël, tu es tout en haut, surligné. Et du coup, c'est cool. Je vais laisser la parole à Gaël. Ouais, je voulais parler à Kevin parce que étant formé au gros hacking et passionné par le gros hacking, je trouve que la personnalité de Kevin, elle est intéressante à découvrir. Donc, je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'un contenu, d'un podcast, de discuter un petit peu des choses avec Kevin et qui nous montre 2-3 trucs, quoi. C'est un plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à toutes vos questions et vous apporter ce que vous avez envie d'apprendre sur le gros. Ok. Donc, comment est-ce que tu peux déjà te présenter, déjà, Kevin? Ouais. Alors moi, je suis Kevin Dufraisse. Du coup, j'ai bossé depuis, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le métier du gros hacking, qui est peut-être un métier que vous avez déjà entendu parler sur Internet. Le gros hacking, en fait, c'est des techniques marketing qui vous permettent de créer des techniques marketing non conventionnelles qui vous permettent d'accélérer la croissance d'une entreprise. Et j'ai été l'un des premiers formateurs gros hacking de France à The Family il y a près de 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai lancé ma propre formation en ligne, donc une formation pour les entrepreneurs et une formation pour les commerciaux. Et je pense que c'est ça dont on va parler un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, le gros hacking aujourd'hui, il y a une dimension très produit, très conception du produit, très marketing, comment on va chercher de la croissance, comment on va essayer d'avoir un esprit vraiment business. Et le gros hacking sert aussi à autre chose, c'est que ça permet de ramener de la tech dans des compétences sales. Et à partir du moment où vous arrivez à allier la tech et le commercial, vous arrivez à faire des choses extraordinaires et arriver à dépasser vos résultats et vos performances. Donc moi, j'ai 2 formations, si vous voulez, une formation pour les entrepreneurs pour qu'ils aient vraiment la vision business. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, et je ne sais pas si vous avez déjà eu ça dans vos expériences passées, mais on a aujourd'hui dans l'écosystème startup énormément de choses qui se disent sur l'entrepreneuriat. Donc, on a eu ça à Mahamar, bien sûr, de The Family, qui a commencé à dire énormément de choses qui sont passionnantes et qui ont passionné énormément de gens pendant des années. Sauf que je trouve que les contenus aujourd'hui en ligne sont très on essaye toujours de trouver des frameworks, des méthodes pour entreprendre. Alors que moi, je pense que depuis 10 ans que je suis entrepreneur, j'ai jamais trouvé des méthodes qui fonctionnaient pour entreprendre. Il y a toujours des choses qui ont marché avec l'intuition et des choses qui ont marché avec des bons process. Et c'est ce que vous apporte, si vous voulez, le gros hacking par rapport à ce que vous avez trouvé sur Internet. C'est des méthodes business et vraiment de savoir qu'il y a des modèles de croissance et des façons d'entreprendre auxquels vous n'aurez peut-être jamais pensé parce que vous avez des modélisations dans votre tête qui se créent très, très facilement et qui vous permettent d'avoir des automatismes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième formation, c'est beaucoup plus axé sur toute la dimension tech. Aujourd'hui, avec Internet et avec ce qu'on a comme outil, on est capable, sans savoir forcément coder, d'accélérer des process. Ça peut aller du scrapping, donc de l'absorption de données, à l'automatisation, à la récupération des informations de vos prospects, en passant par, comme on en a parlé juste avant de commencer ce webinaire, du recyclage de contenu pour le distribuer le plus facilement. Moi, aujourd'hui, je suis seul dans ma boîte et pour vous donner un exemple un petit peu de la
productivité qu'il y a depuis que j'ai lancé ma boîte. Aujourd'hui, si j'avais pas automatisé mes tâches, j'aurais dû besoin de recruter 5 à 6 personnes pour pouvoir s'occuper de tout ce ma prospection, mon acquisition, mon support client, etc. Et grâce au gros hacking, j'ai les moyens d'être seul, si vous voulez, et de pouvoir rester seul le plus longtemps possible. En fait, finalement, je sais pas, peut-être qu'un jour je vais recruter, mais c'est vraiment l'objectif, c'est d'essayer de construire un truc un peu seul et ensuite essayer d'automatiser le maximum de choses et de déléguer ensuite un peu plus tard, une fois qu'on arrive à un stade de croissance intéressant. Comment t'es tombé là-dedans, toi, Kevin? Ça vient des États-Unis. J'ai entendu parler d'une conférence fin des années 2000. Je sais pas comment toi t'es tombé là-dedans pour justement former ces différents entrepreneurs. Peut-être que tu peux nous parler des start-upers avec qui tu as bossé. Ouais, moi je suis tombé dessus un peu organiquement pour être tout à fait franc. Je faisais du gros avant de savoir que ça s'appelait gros hacking. J'ai commencé quand j'étais au lycée, où j'avais commencé, je sais pas si tu te rappelles, en 2017, je crois, je sais même plus, je me fais tellement vieux, 2007, 2009, je crois, le premier iPhone qui était sorti. Moi, j'étais fan d'Apple. Ouais. Et quand j'ai eu l'iPhone dans les mains, j'ai été hyper déçu parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas possibilité de prendre des vidéos avec un téléphone. Je trouvais ça totalement pour avoir payé 500 balles un téléphone. Ouais, je te jure, tu pouvais pas prendre de vidéos. C'était que des photos. Et du coup, j'ai commencé à regarder sur Internet comment prendre des vidéos avec un iPhone et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui s'appelait le jailbreak. Donc, ça s'appelait le jailbreak d'un iPhone pour l'ouvrir en fait. Au monde du hacking, vous aviez toute l'Apple Store gratuitement, vous pouviez customiser tout ce que vous vouliez sur votre iPhone. Et j'ai commencé à le faire. Et je me rappelle, j'avais mis un Pac-Man sur le slide de déverrouillage de mon iPhone. Donc, c'est un truc un peu technique, tu vois, mais c'était pas si compliqué que ça. Et dans la cour de récré, ça a fait beaucoup de bruit. Et du coup, les gens voulaient me payer pour pouvoir faire ça, pour pouvoir que je leur déverrouille leur iPhone. Et c'est un peu comme ça que je me suis rendu compte que c'était possible de faire de l'argent en ayant des connaissances que les autres soit ont peur d'apprendre, soit par sécurité aussi, parce qu'ils préfèrent aussi parfois déléguer. Et donc, je suis tombé là-dedans. Ensuite, j'ai commencé à apprendre à faire des sites Internet. Donc, c'était le même schéma. En fait, j'arrivais à faire des sites Internet que les gens n'arrivaient pas à faire. Donc, je suis tombé un peu dans la tech comme ça. Et puis, un jour, j'ai voulu lancer vraiment un projet. Je suis tombé sur une vidéo d'Oussama Hamar, je crois. Moi, c'est un peu tous pareil. Je pense qu'on est tous tombés sur la vidéo d'Oussama Hamar et on a entendu le mot gros hacking. Et on s'est dit, ok, en fait, c'est ça que je fais. Et le gros hacking, moi, je me reconnais dedans. Pas pour le mot en tant que tel, parce que le mot, il est très mal compris aujourd'hui dans le monde du gros hacking. Tout le monde a sa définition du gros hacking. Pour moi, le terme hacking, parce qu'il y a croissance de hackers, c'est pas un cracker, on ne parle pas de pirate informatique. Même s'il y a des notions de tech, des notions de compétences tech qu'il faut avoir, quand on parle de hacker, on parle d'une définition qui a été écrite dans le Harvard Club, c'est un blog chez Harvard, où un hacker, du coup, définissait un hacker comme quelqu'un qui réfléchissait avec originalité. C'est-à-dire que pour un problème donné, il allait trouver des moyens totalement originaux et simplifiés pour le résoudre. Et tu sais, c'est une histoire que j'aime bien raconter, mais quand par exemple tu prends l'ascenseur, tu remarqueras qu'il y a souvent des miroirs dans les ascenseurs. Ouais. En fait, ça, c'est lié, il y a quelques années, il y avait des études qui ont été faites d'user research sur les ascenseurs et ils posaient la question, quelle est la cause pour laquelle vous ne prendriez pas l'ascenseur? Et la cause numéro 1, c'était la lenteur de l'ascenseur. Et donc, du coup, ils ont investi énormément d'argent pour faire accélérer l'ascenseur. Finalement, ils ont réussi à le faire accélérer. Ils ont refait l'enquête avec la même question et le problème était toujours le même, la lenteur de l'ascenseur. Et un jour, il y a un designer qui est arrivé, qui a juste posé des miroirs dans les ascenseurs. Du coup, ils ont refait l'enquête après ça et ils se sont rendus compte que l'ascenseur allait plus vite sans avoir besoin de toucher la machine d'accélération de l'ascenseur. Et tu vois, en fait, pour un problème donné, c'est-à-dire d'accélérer la vitesse d'un ascenseur, on a juste mis des glaces parce que la perception, forcément, tu vas te regarder, tu vas te recoiffer. Elle est beaucoup plus rapide. Enfin, quand tu regardes dans la glace, tu as l'impression que l'ascenseur est beaucoup plus rapide. Et c'est ça, finalement, le gros hacking, c'est réfléchir avec originalité. C'est l'une des premières choses, moi, que je regarde chez quelqu'un, c'est sa capacité qu'il a à rassembler des idées pour pouvoir créer des choses que personne d'autre n'aurait pensé. Tu vois. Donc, curieux. Voilà, curieux. Et je pense que la créativité, aujourd'hui, peu de gens pensent être créatifs. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que tout le monde est créatif. Il faut juste avoir des intrants un peu dans la vie de tous les jours pour pouvoir l'être. Moi, j'ai 3 un peu bonnes pratiques pour être créatif.
La première pratique, c'est d'apprendre des choses. Tu vois, tu peux apprendre. Moi, j'ai eu des idées de hack en apprenant à cuisiner parfois. Tu vois, tu peux apprendre des trucs de malade. Un mec qui te parle de la finance ou un mec qui te parle d'un tableau Excel sur lequel il a fusionné des données. J'ai un ami, par exemple, qui fait de la supply chain. Il m'a donné des idées pour faire des tableaux Excel et collecter de la data. Tu vois, un truc tout con, mais en gros, ça te donne des idées, des intrants. La deuxième, c'est de copier. En fait, on a souvent tendance à dire qu'il ne faut pas copier. Il y a cette phrase de Picasso qui dit les artistes copient, les génies volent. Et d'ailleurs, pour citer Lemlist, par exemple, qui est un serveur de messagerie outbound, qui est très utilisé, très connu aujourd'hui, et Guillaume, je le connais. Mais Lemlist, à la base, ça a été un article qui a été posté, d'ailleurs, que je n'ai pas retrouvé sur Internet, c'est assez drôle, mais dans lequel un mec s'était amusé à envoyer des séquences d'emails en retouchant des images personnalisées. Donc, je ne sais pas exactement, moi je sais que j'étais tombé sur cet article il y a plusieurs années, et après j'ai vu Lemlist arriver. Donc je ne sais pas si Lemlist ou Guillaume s'est inspiré de ce qui avait été fait par ce mec, et il détaillait tout son plan, et il avait dit, voilà, grâce à ça, j'ai réussi à avoir 50%, 30% de plus de taux de réponse. Ouais. Et du coup, ça a sûrement inspiré, tu vois. Et il n'y a pas de honte à ça, au final, c'est très bien. De toute façon, je pense que les idées, comme je te dis, il faut les assembler pour conceptualiser des idées. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième, je dirais, c'est d'essayer d'assembler des choses un peu ensemble, tu vois, qui sont indissociables. Par exemple, il y a une application qui recrée, et je trouve ça hyper intéressant, qui reprend le modèle des stories sur Instagram et qui te permet de faire un site internet juste en story Instagram, tu vois. Enfin, c'est pas du coup Instagram, mais c'est un outil qui te permet de faire ça. D'ailleurs, c'est eFounders, je crois, qui s'occupe de ça, qui est un startup studio français. Okay. Et je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, tu reprends une idée et tu l'assembles dans un nouvel usage. Et moi, je trouve que par exemple, si tu navigues sur un site internet et que tu arrives sur ton mobile et que tu vois des stories, je ne suis pas sûr que Google apprécie forcément ça en SEO, mais en termes d'expérience utilisateur, je trouve que tes conversions peuvent être beaucoup plus intéressantes. Okay. Donc voilà, j'ai un peu dérivé sur la question. C'est cool. Mais j'ai pu voir que en fait, j'ai pu également constater qu'il y a plusieurs profils de gros hackers, je dirais, et même de définition de marketing. C'est-à-dire que beaucoup de personnes dans l'écosystème et même en termes d'audience voient le gros hacking comme l'information utile, la compétence ultime pour être bon en acquisition donc de différentes audiences. En ayant fait plusieurs formations et en m'intéressant vraiment au gros hacking, j'ai l'impression que toi, tu as un profil différent qui va beaucoup plus loin dans le funnel A et qui justement a des techniques, qui a une définition, une philosophie du marketing, lapsus, du gros hacking différente. Et quelle est ta philosophie, toi, ou ta définition du gros hacker? Et s'il y en a plusieurs, lesquelles? Ok. Ouais, bah effectivement, il y a plein de visions différentes du gros hacking et je t'avoue que ma vision, elle a aussi évolué beaucoup avec le temps. Oui. Moi, je suis assez convaincu d'une chose, c'est que ce qui compte fondamentalement dans le projet d'une boîte, déjà, c'est un métier d'entrepreneur. À la base, le gros hacking, c'est un métier de bidouilleur. Avoir un gros hacker dans sa boîte, c'est super quand on est CEO, mais je trouve que c'est bien de l'être aussi en tant que CEO. Tu vois. Déjà pour comprendre un peu le métier et pour avoir le bon état d'esprit de pirate. Moi, j'ai souvent tendance à entendre des CEO qui disent « ouais, j'ai pas le temps de le faire », alors que fondamentalement, c'est lui qui va mettre ça en place dans sa boîte, et donc du coup, c'est hyper important de l'avoir en tête. Mais du coup, la première chose pour moi, quand tu parles de gros, c'est d'avoir un produit. Tu peux pas faire de gros si tu n'as pas de bons produits ou de bons services, ou du coup, si tu as un marché à aller atteindre. Tu vois. Ouais. Et la grosse problématique, je trouve aujourd'hui, c'est que la majorité des formations qu'on va te proposer ou la majorité des gens qui embauchent des gros hackers sont des boîtes qui n'ont pas de market fit, on appelle, tu vois, un product market fit. Donc, c'est est-ce que le mec peut acheter, est-ce que le mec comprend ce que tu fais ou est-ce que le mec est capable de recommander ton produit. Le product market fit, ça se calcule de plein de manières différentes. C'est une espèce de secret sauce qui a jamais été vraiment on n'a jamais vraiment réussi à savoir. Il y a plusieurs manières de le calculer. Mais en tout cas, tu le sens un petit peu si ton produit se vend, si les gens, tu commences à avoir de la traction autour de ce produit, etc. Et en fait, embaucher un gros hacker qui va aller chercher à acquérir des clients sans passer par l'étape d'avant de dire, bah, OK, il va falloir que je construise mon marché, que en fait, mon marché va se construire tout seul et de manière organique. Finalement, si tu as un bon produit, les gens, ils vont le savoir, ils vont en parler autour d'eux. Tu n'as pas de moyens, tu n'as fondamentalement pas forcément besoin de faire de la communication au début. Moi, je sais que mais aujourd'hui, dans mes formations, c'est beaucoup d'organique, beaucoup de recommandations. Les leads arrivent tout seuls et j'ai très peu de gens que je vais aller chercher. Et le truc, c'est que le taux de conversion qu'il y a par les gens qui viennent par eux-mêmes est beaucoup plus important que les gens que tu allais chercher par toi-même, tu vois, parce qu'il faut les convaincre, etc.
Donc ça, je trouve qu'en termes de growth, c'est important de le savoir, c'est qu'il faut réussir à trouver son positionnement dans le marché, essayer d'avoir une bonne vision business, identifier son market fit. Et clairement, s'il y a des gens qui écoutent cette vidéo aujourd'hui et qui sont dans une boîte et qui pensent ne pas avoir identifié un market fit, c'est soit vous allez dire à votre CEO qu'en fait, il est en train de faire n'importe quoi et qu'il faut repartir du début, ce qui est assez rare parce qu'en général, les CEO sont quand même assez dans leur vision, dans leur truc. C'est dur de leur faire prendre conscience de ça. Et je pense qu'il y a pas mal de grosses qui en ont souffert, au début en tout cas, parce que c'était un métier qui n'était pas compris. Et moi, je suis rentré même dans des boîtes où des CEO m'avaient menti sur le nombre de clients qu'ils avaient, m'avaient menti sur plein de données, plein de métriques. Au final, je suis rentré dans le truc et j'ai dit, mais faut tout reprendre du début, quoi. Et la majorité du temps, je leur disais, il faut tout reprendre, il faut recommencer. Et c'était impossible, quoi. Tu pouvais pas demander à un CEO de faire ça. Donc, la vision du gros, c'est celle-là à la base. C'est quelqu'un qui va essayer d'avoir beaucoup d'empathie, qui vraiment réfléchit en tant que marché et utilisateur. C'est pour ça qu'à un moment, on mélangeait souvent le product et le gros. Mais si vous êtes gros hacker et que vous êtes dans une boîte et que vous faites de l'acquisition et que vous n'arrivez pas à vendre, c'est fondamentalement que vous avez un problème de produit. Ou alors vous êtes très mauvais vendeur, mais en soi, il n'y a pas de raison puisque vous connaissez quand même votre produit. Mais voilà, pour moi, tu sais, c'est marrant parce que je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas très longtemps. Je sais pas, c'est une vidéo hyper connue, je me rappelle plus. C'est une amie qui m'avait montré ça quand j'étais d'ailleurs au Cap-Vert il y a quelques semaines. Et tu sais, c'est un mec qui est dans un festival et il y a un mec qui danse tout seul sur le côté, mais qui danse d'une manière totalement ridicule. Et tu vois que au bout de quelques minutes, je sais pas si tu vois cette vidéo, au bout de quelques minutes, il y a un mec qui le rejoint. Et donc, en fait, le mec commence à le prendre par le bras, à se danser avec lui, etc. Puis, il y a les potes du mec qui viennent. Et finalement, à la fin de la vidéo, tu vois tous les mecs qui arrivent autour et centrés autour du mec, tu vois. Et je trouve que c'est une bonne vision de ton product market fit, entre guillemets. C'est qu'au début, forcément, il faut un peu de patience, il faut un peu de temps. Mais une fois que tu as réussi à importer un mec qui ramène ces autres mecs ramènent ces autres mecs, etc., bah, tu as un pool de croissance qui est hyper intéressant, tu vois. Mais je pense justement que toi, ta particularité, c'est que je vois beaucoup de formations, ou en tout cas de buzzwords de gros hacking qui tapent comme des bourrins sur l'acquisition. Mais taper comme un bourrin sur l'acquisition avec tous les outils qu'il y a à disposition, ça sert un petit peu à rien si justement tu n'as pas fait d'abord ton taf au niveau de l'identification de tes cibles, de tes personas, de ton product market fit. Et après, tu peux bourriner en acquisition et scale sur le levier de croissance qui fonctionne. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, parce que j'ai suivi donc ta formation, c'est justement toutes les petites techniques que tu donnes tout au long du funnel, et notamment au niveau des outils. Parce que j'ai l'impression que tu as une dimension tech, produit, poussée. Et je voulais savoir d'où ça venait, en fait. Parce que toi, ta formation à la base, c'est école de commerce, c'est dev, parce que je trouve que tu manies très bien les deux. Donc, quelle est ta formation de base, en fait? Alors moi, de base, c'est ce que je te disais, j'ai commencé à faire des sites internet. Donc, la notion tech, je l'aimais bien. Je suis un peu un geek, je me suis formé à coder, mais je suis pas du tout codeur, en fait. Tu sais, j'ai commencé à bosser avec des mecs et des brutes, des machines, d'ailleurs, avec lesquelles je suis associé en ce moment, qui ont commencé à développer des outils, des trucs qu'ils faisaient en 2 heures, et moi, ça faisait 2 jours que j'étais dessus, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, en fait, je ne deviendrai pas dev, et de toute façon, ce n'est pas mon ambition de devenir dev, mais au moins, j'ai la logique algorithmique, et j'arrive, si tu veux, un peu à rapidement faire des MVP, donc des minimum viable products qui arrivent à au moins faker le truc que j'ai envie de réaliser, tu vois. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, avec le no-code, tu as plein de manières de le faire. Et qui te permettent d'au moins tester ton produit avant vraiment de le mettre en production et de pouvoir demander à ton dev de le faire, ou peut-être trouver d'autres clients qui seraient intéressés pour utiliser ton outil que tu utilises en interne. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de lancer avec la Sales Room en ce moment, que j'ai annoncé d'ailleurs aujourd'hui. La Sales Room, c'est quoi? C'est un groupe de gros hackers qui sont un peu comme moi. Ouais. Comme moi, dans le sens où je dis que moi, je suis expert en acquisition B2B, donc je teste des scénarios de contact tous les jours et je me forme énormément au copywriting, aux compétences tech, comme tu dis. Et la compétence tech, aujourd'hui, elle permet 2 choses. La première, c'est d'enrichir des données de clients, tu vois. En fait, la donnée tech, elle te permet de te faire passer pour le plus humain possible. Ouais. Tu vois. En gros, elle va te permettre d'enrichir des données, de trouver des informations, de pouvoir personnaliser des messages, de pouvoir faire toutes ces choses-là, tu vois. Dans un deuxième temps, elle te permet d'occuper le terrain.
Tu vois, elle te permet d'attaquer ton client, quoi, en mode où tu vas le visiter son profil LinkedIn, tu vas choper son email, tu vas lui envoyer un email, s'il ne répond pas, tu vas le voir sur LinkedIn, etc. Donc ça, c'est de la prospection automatique. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde utilise ces solutions. Ouais. Ça, c'est le premier problème, et qu'aujourd'hui, tout le monde utilise les mêmes techniques. Le deuxième problème, c'est que ces solutions, pour moi, elles s'attaquent à une typologie client qui rentre dans le premier tiers, ce que j'appelle ça le premier tiers, où tes clients sont censés être des clients avec lesquels tu n'es pas censé passer beaucoup de temps. Ouais. En gros, si tu dois faire une démo à un mec qui va te payer 20 € par mois, tu perds de l'argent à demander à ton sales de faire une démo à ce mec. Tu vois. Il faut que tu arrives au maximum à scaler ton premier tiers de clients qui va te rapporter de l'argent, mais qui doit être totalement automatique. Et le deuxième tiers, dans lequel justement tes sales ou tes SDR sont censés naviguer dans les méandres de l'organisation, un petit peu de LinkedIn, essayer de comprendre qui est décisionnaire, qui n'est pas, comprendre la structure de l'équipe. Moi, par exemple, quand je fais de la prospection, il n'y a pas un seul message, parce que moi, mes formations, et comme je suis tout seul, je n'ai pas beaucoup de dépenses. Moi, il n'y a pas un message que je ne vais pas travailler, où je vais aller profiler le mec et lui dire, écoute, j'ai regardé ton organisation, j'ai vu que tu n'avais qu'un SDR, comment est-ce qu'il travaille? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen que je lui apprenne quelques petits tips pour qu'il soit beaucoup plus performant? Et ça, il n'y a pas une seule personne qui même me répond. J'ai vraiment des taux de réponse de 70%, parce que même d'avoir fait l'effort de le faire, tu vois, les gens te disent franchement merci pour le tips. Et si je vois que la boîte, je la kiffe, je rajoute une variable en PS, j'adore ce que tu fais, je l'ai testé. Et ça les gens sont hyper heureux de recevoir ce genre de message. Et tu as beaucoup plus. Moi, je préfère passer 2 minutes, et c'est hyper chronophage, c'est hyper chiant, 2 minutes, 3 minutes à comprendre une organisation et à l'envoyer, essayer d'automatiser ça, à l'envoyer dans des campagnes, plutôt que d'envoyer ça à 1000 personnes, à un mec qui n'en a pas besoin, quoi. Et enfin, le dernier tiers, pour moi, qui est vraiment avec les niveaux de prospects qui sont les plus importants, où là, tu dois encore plus naviguer dans le truc. Et là, pour le coup, pour moi, c'est du call. C'est des trucs à la mano, quoi. J'ai un ami d'ailleurs qui est en train de monter ce type de solution, où lui, c'est exclusivement réservé pour les grands groupes, tu vois, où ils vont essayer d'aller vraiment appeler, parce que il n'y a que comme ça que ça marche, malheureusement, ou par le réseau, par le truc. Tu as des solutions aujourd'hui qui existent de mise en relation, des groupes avec lesquels je suis en discussion d'ailleurs, qui te permettent d'être connecté avec des gens. Donc la Sales Room, c'est vraiment ça, si tu veux, ça te permet, c'est pour essayer de permettre d'attaquer les 2 et 3e tiers, qui pour moi sont des clients qui sont à beaucoup plus forte, avec un CA beaucoup plus important, dans lequel tu peux gagner un CA beaucoup plus important. Ouais. J'avais fait justement une vidéo récemment sur une extension Chrome, et je crois qu'on en avait déjà parlé, mais là, du coup, on est en train de le développer en interne, qui permet de naviguer, si tu veux, entre les profils, et de pouvoir ajouter autant de variables que tu veux. C'est-à-dire qu'une variable, c'est par exemple, j'ai adoré ton dernier article sur je sais pas, le dernier article que tu as posté, ça m'a donné envie de t'écrire. Et tu rajoutes cette variable, ça devient une variable, et tu rajoutes une autre variable, PS, j'adore ta boîte. Tu vois. Tu as 2 variables, finalement, au-delà, au plus des prénoms, spot, etc. Tu as 2 variables derrière que tu vas pouvoir, avec un clic, envoyer dans une séquence d'emailing, tu vois, où ta campagne d'emailing est déjà structurée avec les variables qui vont rentrer bien. Donc, en fait, dans ton premier email, tu vas avoir variable 1, donc ça veut dire bonjour first name, variable 1, donc ça va être j'ai adoré ton dernier article, ça me donne envie de t'écrire. Ton petit discours commercial qui va bien, parce que tu peux aussi essayer de configurer un discours en fonction du poste du mec. Et à la fin, tu auras un PS, j'adore ce que vous faites, etc. Et donc, du coup, ça te personnalise. Et au lieu de prendre chaque personne à la main et d'essayer de rentrer des informations au fur et à mesure, en un clic, tu envoies tes gars comme ça, et tu les onboards dans des séquences hyper personnalisées, et ça augmente tes conversions. C'est un des de la Sales Room. Ça, dans la Sales Room, en fait, on trouve ce type d'outil, cet outil spécifiquement. Ouais. Comment ça fonctionne, en fait? La Sales Room, c'est un produit en SaaS où je peux, en tant que gros hacker, aller et piquer justement des outils qui me permettent d'enrichir des données comme ça. Alors, c'est la Sales Room, on développe ce type d'outil. Ça, c'est un outil parmi les 10 autres qu'on a développés en interne. C'est ce que je dis, on fait partie un peu d'un groupe de personnes qui testent des trucs. Ça, c'est un exemple, mais c'est plus un exemple d'organisation. Tu vois, si tu as une grosse majorité de SDR, par exemple, c'est hyper intéressant d'avoir ce type de solution, parce que ça te permet de rapidement et de leur faire gagner énormément de temps, et même de pouvoir voir quel lead est déjà dans une autre campagne et quel lead n'est pas dans une autre campagne, pour éviter de se chevaucher sur les leads. Tu vois. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a rajoutée en plus sur le truc.
où en fait, tu n'as pas besoin tu vois si le lead est déjà dans une campagne et quelle personne est en train de s'en occuper en ce moment. Donc ça, c'est très organisationnel. Donc nous, on l'a remarqué ça en interne, donc on l'a mis en place. Mais il y a un autre outil là qu'on a testé le mois dernier, c'est l'envoi de messages automatiques dans la messagerie LinkedIn. Tu sais, sur la messagerie LinkedIn, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur iPhone, tu peux laisser un message vocal. Ouais. Et donc, en gros, l'idée, c'est de pouvoir envoyer ça depuis une liste de prospects en disant Hello, Kevin, j'ai remarqué qu'on était en connexion et qu'on n'avait pas du tout eu l'occasion d'échanger. Ce serait avec plaisir de pouvoir discuter avec toi pendant un moment. Pas Kevin, du coup, parce que je pense que ça va être difficilement personnalisable, mais bonjour. Ou peut-être qu'avec, tu vois, les solutions d'enrichissement, on pourra dire bonjour monsieur. Tu vois, tu pourras faire un split, en fait. Tu vois, c'est ça que le gros hacking te permet de faire, c'est que tu scrapes une base de données et tu arrives à savoir monsieur, madame, et derrière, tu fais un bonjour monsieur avec le message 1 et bonjour madame avec le message 2, tu vois. Ça, c'est des trucs qui peuvent être totalement faits. Et l'idée, c'est de pouvoir envoyer ça automatiquement sur le répondeur et de pouvoir aussi, pourquoi pas, le fusionner à des séquences, tu vois. Donc, je visite un profil LinkedIn et 2 jours plus tard, j'envoie un message automatique dans la messagerie vocale, donc la messagerie LinkedIn, pour pouvoir le mettre en place. Donc ça, tu vois, c'est des idées, et c'est des idées qui n'existent pas du tout aujourd'hui. Et je trouve que le fait de faire partie de ce groupement un peu de personnes qui testent des choses et qui voient que ça marche, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver des clients sur ça, parce que je me dis que si nous, ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les autres. Mais juste l'idée, c'est qu'à partir du moment où ça devient du domaine public, donc c'est pour ça qu'on va essayer de trouver un modèle qui soit pas trop comme celui d'aujourd'hui où tout le monde peut utiliser les outils. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu fermé. Bien entendu, toi, Gaël, vu que tu as fait la formation, tu seras le premier à utiliser les outils. Toi aussi, d'ailleurs, hein, tu pourras les utiliser parce que tu m'as invité dans ton podcast. Mais en tout cas, voilà, tu vois, tu pourras utiliser les outils et l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer des campagnes hors du commun, en fait. Ouais, carrément. Et donc ça, c'est un produit que tu vas lancer en SaaS, j'imagine? Ou Pas encore de modèle Ouais, économique. derrière? J'ai pas encore de modèle économique, je peux pas trop communiquer dessus. L'idée, c'est qu'on fasse ça surtout pour le kiff. Ouais. Moi, je sais que c'était la plus grosse frustration que j'avais, en tout cas, c'est de ne pas pouvoir développer mes trucs à moi. Et surtout quand ça marche, quoi. Tu as envie de te dire, une fois que ça marche, tu n'as plus qu'à le lancer en production et pourquoi pas le vendre. Donc, chaque personne, pour l'instant en tout cas, qui fait partie de la sales room, a une commission sur son idée, aura une commission de toute façon sur son idée, ce qui est totalement normal. Mais derrière, il faut qu'on continue à trouver d'autres idées. Donc, en fait, ça peut être, tu vois, totalement organisationnel, totalement scalable. On a eu plein d'idées comme ça et on est en train de les mettre en prod, quoi. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est ramener de la tech dans les process commerciaux, mais pas se cantonner qu'à 5 ou 6 outils qui existent aujourd'hui. Et dans la sales room, en fait, tu travailles avec des gens que tu as formés, c'est des profils des gros hackers qui t'ont inspiré, qui bossent dans des boîtes, ou comment tu as formé? Je ne sais pas trop si je peux encore communiquer leur nom, mais ouais, c'est des gens que je connais depuis quelques années, qui font partie de mon réseau, qui font ce que je fais, en fait, qui font de l'outbound pratiquement tous les jours, qui testent plein de trucs tous les jours, qui sont hyper créatifs, mais qui n'ont pas non plus le temps, tu vois, ni les ressources dev pour pouvoir trouver un dev. Donc nous, on a des devs qui sont partenaires avec nous et qui s'occupent en dehors de leur temps, parce que pour le coup, les devs, c'est des grosses machines, quoi. C'est des mecs qui scrapent. Il y a un dev qui a scrappé 1 million de pages en 2 mois, je crois, un truc comme ça sur Google. Donc, c'est des mecs qui rigolent pas. Il ne faut pas trop dire leur nom non plus. Mais c'est des grosses machines et ça les fait kiffer de faire ça. Donc voilà, on s'est associé sur ce projet. On va voir si on arrive à trouver quelque chose d'intéressant. Mais tu vois, c'est toujours ça aussi dans le marché. C'est pour ça que la vision grosse, elle est intéressante. Parce que moi, je fais des formations pour permettre à des gens d'avoir des résultats sur leur campagne d'outbound ou sur leur prospection dans leur projet. Et en fait, l'espèce de complément à tout ça, en plus des formations, je me dis que ça serait intéressant de leur mettre en place des solutions pour qu'ils fassent la différence, quoi. Et je pense que c'est dans la lignée, en fait, des choses que tu peux créer autour d'un concept. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu comme ça. Tu commences par un truc que tu kiffes faire, puis petit à petit, tu commences à prendre tu as des feedbacks, tu as des idées, et tu les... Tu sais que ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce qu'on était il y a quelques jours avec Jordan de Germinal, le CMO de Germinal. Et en effet, donc ils sont partis sur une proposition de valeur où en effet, d'abord, ils conseillaient de façon stratégique et opérationnelle leurs clients avec des techniques d'acquisition de gros hacking.
puis ils ont fait un pivot business model sur la formation, et désormais ils travaillent sur un produit. J'ai l'impression qu'en effet, le gros hacking, il y a tellement cette frustration de ne pas avoir l'outil qu'il faut, cette curiosité de pouvoir enrichir ses données, de pouvoir toucher la bonne cible plus rapidement, cette curiosité, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on arrive en fait systématiquement à des modèles où on arrive à des nouveaux produits en fait qui sont de plus en plus pertinents. Parce que ce que tu disais, c'est vrai, c'est-à-dire que LinkedIn est surexploité en ce moment. Donc, il est intéressant d'aller vers du cross-canal. Et d'ailleurs, c'est ce que fait également Lemlist dans la 3e version, avec justement des séquences complètement cross-canal. Et je pense que l'avenir est là. Ouais, totalement. Bah, c'est souvent moi le problème, et j'ai plein de gens que j'ai au téléphone, entrepreneurs, et ça me fait grave kiffer pour le coup les entendre dire ça, leur dire bah, je fais ça maintenant parce que ça me fait kiffer, mais plus tard peut-être que ça sera autre chose. Ouais. Parce que c'est vraiment ça l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de remise en question, t'as envie toujours de créer de nouvelles choses. Tu vois, je suis aussi en train d'essayer de créer un truc en complément de tout ça, en coaching avec un ancien de The Family aussi. On est en train de lancer ça et en fait on le fait de côté, tu vois, on l'a pas lancé officiellement. Mais c'est souvent ça, quoi. T'enchaînes, tu enchaînes sur des trucs. Et je pense que, tu vois, quand tu entreprends, t'es pas obligé d'avoir en tête de devenir une licorne, de devenir le nouveau Facebook, le nouveau Insta. Je pense que tu peux entreprendre à ton niveau. Et puis, faut avoir un peu de résilience, tu vois, sur la vie. Enfin, la différence vraiment entre un entrepreneur et un salarié, c'est que t'as pas de CA à la fin du mois. Donc, il faut que tu te battes pour en premier temps te payer, tu vois, la première année. Mais de réussir à trouver un modèle économique la première année, c'est ton objectif. Une fois que tu l'as trouvé, tu peux partir sur d'autres phases de ta croissance et faire des trucs qui te font kiffer, quoi. Chose que tu peux pas vraiment faire en salariat, tu vois. Quand je te parlais de Product Market Fit, moi, je me rappelle, j'avais une idée d'une extension Chrome à un moment qui avait fait vraiment un énorme buzz. Et putain, je m'étais battu pour qu'elle sorte, quoi. Enfin, vraiment, je m'étais battu des mois et des mois et des mois. Et t'as pas la prise en main sur le truc que tu veux faire, quoi. Un matin, tu te réveilles, t'es entrepreneur, tu lances le truc et tu te fais kiffer. Tu vois. Après, je pense qu'il y a des boîtes où la culture est différente et ça commence de plus en plus à changer et ça, c'est cool. Ben, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas assez souligné, mais un gros hacker dans une boîte qui est figé sur ses positions, ça fonctionne pas. Il faut que la direction, le CEO soit conscient que c'est un processus totalement itératif. On fait des tests et encore des tests pour arriver justement au bon levier de croissance qui est scalable. Mais il faut pouvoir accepter justement l'erreur, le test pour pouvoir justement avoir cette curiosité d'esprit et de mettre en place des techniques, voire des produits qui sont pertinents. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'essayer. On peut essayer dès aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Ouais, bah en fait, j'ai déjà un outil, mais il est encore là, il est encore en MVP, donc je préférerais le montrer dans un prochaine formation, enfin dans un prochaine vidéo peut-être un jour. Mais là, l'outil, il est encore, enfin il marche, mais il y a encore des petits trucs à régler. En fait, c'est ça la petite extension. Bon, ça va sauter, tu vois. Et en fait, il faut savoir que la majorité des gens, il y a aussi des données qui vont s'enrichir, etc. Mais la majorité des gens laissent leurs emails dans le contact info. Donc, j'espère que je dis pas ça et que là, les gens qui nous écoutent vont aller enlever leurs informations. Mais il y a vraiment 80% des gens aujourd'hui qui gardent leurs emails. Tu vois, là, j'en suis sur un autre ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, là, je déclenche un hook avec Zapier. Donc ça, c'est un webhook ici. Et d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu les webhooks avec Zapier, ça vous permet de déclencher autant de scénarios que vous voulez. Ce qui fait que, en fait, vous pouvez très bien faire un chemin. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'email, vous pouvez l'envoyer sur un chemin, donc en utilisant un outil comme Drop Contact, par exemple, et qui va enrichir l'email. Si l'email est toujours pas bon, derrière, vous faites une séquence uniquement sur LinkedIn. Tu vois. Donc, en gros, ça va vous permettre de faire plein de chemins comme ça. Donc, si l'email il est good, tu le follow sur LinkedIn et tu crées autant de scénarios que tu veux, tu vois, inimaginables. C'est vraiment ça qui manque aujourd'hui, c'est d'essayer de construire des scénarios que les gens dont les gens ont envie de tester, quoi, envie de tester des scénarios full automatiques, tu vois, et qui puissent derrière y aller. Tu vois, là, il y a même le numéro de Maxime Blondel. Donc, en fait,
Oula, il va peut-être me tuer. Non, je rigole. Enfin, s'il le laisse, c'est que c'est public, ça va. En tout cas, si vous voulez un petit texto, c'est ça. Mais tu vois, tu peux très bien aussi imaginer à Maxime Blondel, si tu lui envoies un message par email, et derrière, au bout du dernier jour, s'il n'a toujours pas répondu, au bout du deuxième email envoyé ou de la deuxième séquence envoyée, si l'email égale du coup vrai, donc il y a l'email qui existe, derrière, envoyez une notification à votre commercial pour pouvoir l'appeler. D'accord. Et tu as des skills qui sont là pour enrichir des données. Les skills, elles vont partir à la base. En fait, on a rajouté les skills parce qu'on voulait tester cet outil-là. C'est un autre outil que j'ai développé. Ça, c'est le MVP, tu vois. C'est ce que je te disais qu'un MVP que j'ai testé, qui avait fait un petit buzz aussi. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est que tu sais, quand tu fais des absorptions de données sur LinkedIn, tu as CEO, par exemple, tu vois, CEO et cofondateur. Parfois, tu as président, directeur général, tu as directeur général, enfin, tu as plein de trucs comme ça. Tu vois. Le même poste, tu as plusieurs. Voilà, exactement. Et en fait, là, tu vois, là, Chief Executive Officer, ça se transforme en CEO. Donc, Chief Growth, là, c'est le growth, ça se transforme en marketing. Co-founder et CEO, ça se transforme en founders. CEO, c'est CEO. Business Developer, c'est un sales, tu vois. Co-founder, c'est fondateur. Enfin, voilà, tu as plein de trucs comme ça. Inside Sales aussi, tu vois, c'est Sales. Sales Business Development, c'est Sales. Et du coup, ça te permet de faire des traitements, tu vois, du coup, tu n'as que des Sales, CEO ou des fondateurs, en fait, dans ton truc. D'accord. Et ça, tout ça, ça te fait gagner déjà un temps fou parce que si tu scrapes une entreprise, tu sais directement qui fait quoi dans la boîte. Et ça sert aussi, dans un deuxième temps, à pouvoir créer des scénarios full automatiques. C'est-à-dire que tu as un langage qui s'appelle le Liquid. Ça, c'est un truc qui est plutôt cool que Lemlist a dans son outil d'emailing. C'est-à-dire que tu peux créer des variables en fonction d'un tag que tu auras identifié. Donc là, en l'occurrence, c'est if position égale founders. Tu vois, ici, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Là, tu peux créer un message personnalisé, tu vois. Donc ça, c'est le message, par exemple. Mais si, moi, du coup, de la même manière, ce sera founders, mais ça se remplacera ici par CEO, sales, marketing et tout. Du coup, ce que je peux faire à la suite de ça, c'est que je peux créer des scénarios de prospection et créer des messages. Attends, on va aller sur SalesRoom. Sur SalesRoom, j'ai fait des visuels. Tu vois, sur SalesRoom, tu vois, tu peux créer en fait un message comme ça. Hello Yves genre égale monsieur. Tu fais monsieur Dufraisse, tu vois. Yves genre égale madame. Madame Dufraisse, j'en sais rien. If tag égale, donc du coup CEO, en tant que fondateur, tu dois apprendre à déléguer. If tag égale sales, et en tant que commercial, tu dois apprendre à gérer la prospection, etc. Et donc du coup, dans un même email, tu peux configurer autant de variables que tu veux. Tu vois. Et d'ailleurs, ça te permet d'être beaucoup plus personnalisé et d'avoir de meilleurs résultats sur tes campagnes. Tout à fait. Donc ça, tu mets ça dans un CSV, un Excel sheet avec un Zapier vers les. En fait, là, on essaye justement, tu vois, on essaye de coupler les outils. Ouais. Ce qui fait que là, on a intégré le skills, mais qui va disparaître parce que je trouve que moi, tu vois, j'ai dit, non, c'est pas possible. En vrai, en navigation, je trouve que c'est vraiment pas agréable. Donc, on va l'enlever. Mais derrière, l'idée, c'est de pouvoir utiliser donc cette technologie-là d'enrichissement pour pouvoir permettre de rajouter automatiquement le tag, tu vois. Ouais. Donc, ça peut marcher sur des postes, mais ça peut marcher sur des villes, ça peut marcher sur des compétences, ça peut marcher sur plein de choses, en fait. Ouais. Et du coup, ça te permet d'avoir plus de résultats sur tes campagnes. Voilà, c'est le type d'outils qui peuvent être mis en place et même pourquoi pas de rajouter cette fonctionnalité dans un spreadsheet pour laisser un message vocal ensuite, tu vois, sur LinkedIn. Ouais, tout à fait. Ok, nickel, cool, merci. Ça, c'est cool. Tu vois, Valdi, on a eu un petit tips là. C'est fou. Ah, vous m'avez bien eu, hein, je suis encore en bêta. Le temps que la vidéo sorte, je pense que ça sera sorti. Ouais, j'espère quand même. De toute façon, ce sera prêt semaine prochaine. Il y a juste les petits trucs qu'on a changés. Donc là, on est le 12 février. Ouais, du coup, Mais t'as pas peur que justement ces hacks soient repris et que les gens le poncent un peu comme Gaël en parlait tout à l'heure, LinkedIn, c'est abusé maintenant. Les gens, surtout les CEO, je crois, qui sont abusément sollicités sur LinkedIn. T'as pas peur que ça devienne un peu un truc que tout le monde va utiliser et qui est vite grillé au final? C'est-à-dire de laisser des messages comme cela? Parce qu'en fait, d'automatiser justement l'enrichissement et les possibilités, les conditions justement pour envoyer des messages, des mails. Mais en fait, à partir du moment, ce que je n'ai pas montré,
Ça, c'est ma faute. Je vais te remonter un truc. Ce que j'ai pas montré sur l'outil, en fait, c'est pour ça que tu me poses cette question. C'est qu'en fait, Je dis ça parce que j'ai l'impression que toi, tu es plutôt dans une approche saine, un peu, où tu as envie de faire la prospection safe, quoi, quelque chose d'abusé. c'est ça. Bah non, en fait, tu vois là, la différence par rapport à tous les outils d'automatisation, c'est qu'un SDR normal qui se balade ici, il peut écrire par exemple « J'ai adoré ton dernier article ». Voilà, il va aller pouvoir naviguer dans l'entreprise de comment elle fonctionne. Il peut rajouter une variable ici, tu vois. Donc là, tu vois, c'est là le bug. Tu peux rajouter un PS. Je vais essayer de zoomer sur le truc. J'adore votre boîte. J'ai un ami qui y bosse, tu vois. Voilà. Tac, tu vois, tu fais ça. Et une fois que tu as juste à faire ça, tu fais save. Hop, et c'est envoyé directement dans ta campagne. Donc là, ce prospect, tu n'as même plus besoin de le gérer, en fait. Tu vois. Donc là, en 2 minutes, j'ai créé une séquence d'emailing automatique. Donc, je vais m'envoyer un email à moi-même, c'est cool. Mais en tout cas, tu vois, j'ai récupéré toutes les informations dont j'avais besoin pour pouvoir. Il y a aussi l'URL LinkedIn qui est reprise, bien sûr, dans lequel tu vas pouvoir, une fois que tu as l'URL LinkedIn, tu peux automatiser absolument tout. Parce que là, au niveau de ton automatisation, le form que tu viens de remplir, il part avec Zapier dans ton outil. Exactement. Une fois que tu as tes datas qui sont quelque part, tu vois, tu vas pouvoir créer autant de scénarios de prospection que tu veux. Donc là, en l'occurrence, moi, je t'ai commencé à dire, si l'email il existe, tu le mets dans une séquence avec ta bonne configuration d'email. Si l'email n'existe pas, tu l'envoies dans une prospection LinkedIn qui est automatique uniquement sur LinkedIn. Mais s'il a le numéro de téléphone, tu n'oublies pas de rajouter un petit rappel à tes prospects pour soit laisser un message vocal dans la messagerie LinkedIn, soit le contacter directement sur son numéro de téléphone. Tu vois. En gros, tu optimises absolument toute ta prospection commerciale et en un clic, tu arrives à faire gagner du temps à tes prospects. Et je trouve que c'est beaucoup plus qualifié, en vrai. Ouais. Quand le mec, il a passé du temps à essayer de regarder un peu ton truc et que ça se sent qu'il comprend tes problèmes, normalement, tu as des taux de réponse de malade. Okay. Ouais, clairement, là, c'est un outil pour avoir des taux de réponse vraiment importants. Tu as des métriques à… Ouais, moi j'ai entre 40 et 70% de taux de réponse. Mais c'est sur alors moi je fais des petites séquences. Quand je dis petites séquences, c'est que j'envoie à 30, 50 personnes à peu près. D'accord. Ultra ciblé. Ouais, ultra ciblé à chaque fois. Mais c'est toujours la même chose, tu vois. Moi, ça me dérange pas d'aller ajouter des gens automatiquement. Et je l'utilise pour une bonne raison. Moi, ce que je fais comment j'utilise les outils de prospection, c'est que j'ajoute les gens qui sont en intérêt avec soit mes concurrents, soit n'importe qui. Parce que si les mecs, j'arrive et je leur envoie un message, hello, j'ai vu que tu avais fait ci, ils s'en foutent en fait. Ils veulent juste. Moi, en fait, mon profil LinkedIn, c'est une landing page, tu vois. Ça doit donner envie aux gens d'aller sur mon site et d'y faire un tour. Et juste le fait de visiter ou de voir mon profil, c'est censé donner envie aux gens d'aller s'inscrire sur le site. Et après, tout est automatisé dans mes relances, dans mes newsletters, j'ai créé de la data de partout, quoi, en fait, sur mon site. Et du coup, ça me permet de savoir qui regarde telle vidéo à tel moment et de pouvoir déclencher des séquences d'automatisation en fonction de ça et d'apporter toujours de la valeur. Il y a même des formations dans mes formations, tu vois, où en gros, chaque personne qui clique sur un lien sera onboardée sur des séquences de formation dans les semaines à venir, quoi. Donc, tu vois, j'apporte de plus en plus de valeur jusqu'à ce que la personne se dise, OK, là, je vois clairement qu'en fait, je reçois de l'information de tous les sens. Il faut que je cadre le truc parce que c'est intéressant ce que tu dis. Donc, viens, on en discute. Et ensuite, en général, quand on discute, c'est assez simple de convaincre, tu vois. De closer, ouais. Ouais. Donc, c'est aussi l'aspect, tu vois, stratégique de te dire est-ce que tu vas faire du gratuit ou pas et comment est-ce que tu vas essayer de convaincre ton utilisateur qu'il a vraiment besoin de toi. Moi, par exemple, sur mon site, et tu vois, c'est le gros aussi qui m'a donné ça avec toutes les datas que j'ai regardées et le truc que j'ai regardé, c'est que j'avais un taux d'engagement sur mon site qui était vraiment pourri, quoi. C'est-à-dire que les gens, j'avais fait une vidéo à un moment qui expliquait justement cette extension Chrome, mais qui était un MVP, en gros. J'utilisais plein d'outils différents, donc c'était beaucoup plus difficile que cette extension-là. Et c'est pour ça qu'on l'a développée d'ailleurs. Et les gens regardaient juste cette vidéo-là et ils partaient de la formation, tu vois. Donc, aucun intérêt pour moi, je leur ai apporté de la valeur, mais à la limite, j'avais un nouvel inscrit sur LinkedIn, mais ça engageait pas du tout mon temps de production de cette vidéo et de temps de closing de cette vidéo, quoi. J'ai vendu aucune formation quand j'ai fait cette vidéo.
même si les gens m'ont dit c'est super ce que tu as fait, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, les gens qui arrivent sur mon site, ils piochent comme au marché. Alors que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'ils apprennent le gros hacking et qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière tout ça, quoi. Et du coup, ce que tu fais aujourd'hui, si tu vas sur mon site, tu regarderas, il y a une espèce de gamification avec des niveaux qui te permettent d'arriver d'un niveau 1 à un niveau 5, donc qui est totalement gratuit, qui te permet de comprendre ce que c'est le gros hacking et de pouvoir évoluer en fonction de ton niveau. Donc, niveau 1, donc tu es un niveau débutant, niveau 2, tu es intermédiaire, niveau 3, tu es avancé, et en plus, tu as un légende et tu as ultra légende plus tard. Et derrière, ça engage, et j'ai augmenté de 30% mon engagement, c'est-à-dire que les gens revenaient tous les jours sur mes vidéos pour pouvoir les regarder. Et ils ont pris conscience à ce moment-là qu'ils n'avaient pas besoin de regarder ma vidéo, mais ils avaient besoin de se former au gros. Tu vois. Parce que la majorité des gens ont regardé des informations sur le gros hacking, mais ils ne sont pas. Tu sais, c'est très reptilien, quoi. Quand tu vois quelqu'un en face, quand tu vois quelqu'un qui t'apprend quelque chose, tu as envie d'en savoir plus. Et derrière, le contenu a été très viral et ça a permis vraiment de booster le nombre d'acquisitions. Donc ça a permis d'un côté de booster mon acquisition et mon engagement, mais ça a aussi permis de me collecter suffisamment de data pour savoir à quel niveau les gens sont, pour pouvoir déclencher des actions au moment, si tu es au niveau 4 et que tu n'as toujours pas closé la formation, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est que en fait, tu n'as pas compris la valeur que je t'ai apportée. Donc l'idée, moi, dans les niveaux 1, 2, 3, c'est qu'ils arrivent au niveau 4. Au niveau 4, on fait un bilan de compétences pour voir si les mecs ont compris des trucs. Et je leur fais prendre conscience que tu n'as compris que 1% de la formation complète. Donc, viens, on en discute si tu es intéressé pour aller plus loin. Tu vois. Donc, c'est une preuve de concept. Et du coup, ça, c'est tous les biais de persuasion cognitif. Tu sais, je pense que tu ne vends pas de la même manière quand tu es en ligne et quand tu es en réel. Ouais. Tu as toutes les techniques copywriting qui sont hyper importantes à comprendre. Tu vois, on a vu un petit peu Gaël dans la formation, mais je pense que je peux aller beaucoup plus loin. J'avais d'ailleurs un exemple sur ça, encore une histoire que j'avais entendue il n'y a pas longtemps, mais c'était un des mecs les plus connus dans le storytelling et je commençais à regarder son talk. Et dans son talk, donc il parlait devant des gens, et dans son talk, il dit voilà, on va vendre des burgers. Et si vous aviez, chacun un avantage, l'un et l'autre, un seul avantage, hein, l'un et l'autre, pour vendre des burgers, ce serait quoi? Donc là, du coup, dans la salle, tout le monde, ça commence à s'exciter, à lever la main. Moi, je voudrais m'appeler McDo. Moi, je voudrais avoir des hamburgers à 1 euro. Moi, je voudrais avoir le meilleur burger, le meilleur steak du monde, etc. Et le mec dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Je vous donne un avantage. Je vous les donne tous, les avantages. Moi, je veux juste un seul truc, c'est une foule affamée. Et tu vois, c'est con, mais on oublie très souvent ça. Et tu vois, tu peux faire le test des entrepreneurs parfois, tu leur dis, tu leur poses cette question-là, et je trouve qu'elle illustre très bien le problème aujourd'hui des entrepreneurs, c'est que, et même de la difficulté de vendre en ligne, c'est que la personne qui arrive en ligne, elle comprend pas ses problèmes, quoi. Il faut que tu lui fasses prendre conscience qu'elle en a des problèmes. Et donc, pour faire prendre conscience de ça, tu as des techniques de copywriting, tu vois, de contextualisation, par exemple, et ensuite de processisation, un peu, où en gros, dans la contextualisation, tu lui dis qu'en fait, ton problème, c'est pas celui auquel tu penses, et que moi, du coup, j'ai créé une méthode exprès pour pouvoir répondre aux problèmes donnés. Et ça, c'est ce qu'utilise JPDV, je sais plus comment il s'appelle. Salut à toi, jeune entrepreneur, là, Franguin, ouais, je crois quelque chose là. Lui, c'est typiquement l'archétype de ça, quoi. Mais c'est des techniques qui sont peut-être mal utilisées dans cet écosystème d'infopreneurs. Mais en tout cas, si tu les utilises de la bonne manière dans tes emails, qui t'apportent de la valeur, etc., je pense que ça peut vraiment... C'est le PAS, du coup, c'est ça? C'est le quoi? Le PAS. Le PAS de quoi? Problème, non, le framework de copywriting. Ah, je sais même plus ce que c'est. Je sais même pas s'il s'appelle PAS, peut-être, ouais. Je sais pas. Problème, action, problème, agité. Tu vois, tu secoues bien le problème en disant que si jamais tu as ce problème, ta vie va être anéantie et tu solves avec la solution que tu apportes. Ouais, t'agites, ouais. Mais il y en a tellement des frameworks comme ça, mais c'est qui est utilisé aussi. Ça peut être une des techniques effectivement de copywriting. Mais tu vois, ce qui est assez drôle, c'est que même et ça, je pense que ça peut être hyper intéressant pour vous, mais d'intégrer cette notion de psychologie humaine dans vos contenus. Franchement, mais ça fait une différence de malade mental. Moi, je ne pensais pas du tout que ça le faisait. J'ai commencé à écrire des newsletters, j'en écris 2-3 par semaine maintenant. Déjà parce que ça me fait plaisir de les écrire et que j'ai toujours des choses à raconter. Tu vois, parce que je peux partir sur plein de sujets sur la même question. Mais d'autant plus, je me rends compte que les gens aiment bien en fait avoir ce lien particulier avec quelqu'un qui t'apprend des choses, quoi. Tu vois. Et
il y a plein de formateurs qui font ça. Et au début, je disais, ouais, ça fait chier quand même. Un email par jour, ils envoient. Mais au final, je trouve que c'est hyper cool d'avoir des ressources comme celle-là et de prendre le temps de le faire, quoi. Qu'est-ce que tu conseilles justement pour avoir cette approche un peu psycho dans la vente, dans la vente en ligne surtout? Du coup, parce que moi, c'est un sujet là, le copywriting, où j'aimerais justement m'améliorer dessus. Enfin, Moi, ce que je conseille, c'est bête, mais c'est un copywriter d'ailleurs qui m'a parlé sur Twitter, mais il m'a dit le meilleur conseil que je peux te donner pour te former au copywriting, c'est de regarder des comptes Twitter. Donc, si tu veux, je t'enverrai des comptes Twitter parce que les copywriters sur Twitter doivent synthétiser leurs idées, tu vois. Ce qui fait que parfois, ils vont envoyer des images, tu vois, parce qu'ils ont que 130 caractères à utiliser. Ils vont utiliser des images, ils vont utiliser des méthodes, des process. En une phrase, ils arrivent à te faire tout comprendre. Et je trouve que ça, déjà, c'est une bonne première phase pour pouvoir comprendre et t'imprégner de techniques copywriting que tu kiffes. Tu vois. Et peut-être que la deuxième chose, je pense, c'est d'essayer de t'inspirer d'histoire et de vraiment d'avoir suffisamment d'empathie dans la tête du prospect que tu as, quoi. Tu vois, je pense que moi, la première chose que j'avais fait à The Family, c'était d'appeler tous les gens qui avaient fait la formation. Et vraiment, je les avais appelés et j'avais appris plein de trucs, tu vois, la manière qu'ils avaient de parler, qu'est-ce qu'ils voulaient apprendre, pourquoi, etc. Et ça, c'est con, mais même en SEO, aujourd'hui, quand tu as formation Gros Hacking, c'est The Family en premier, mais c'est juste parce que j'ai utilisé les mots que les mecs m'avaient dit au téléphone, tu vois. Et quand tu arrives sur le site et que tu vois les mêmes mots que les mecs ont utilisés, ça te permet même d'aller même mieux en SEO parce que, en fait, le SEO, c'est très simple, hein. C'est si tu restes longtemps sur une page et que Google voit que tu scrolles, c'est que ton site est intéressant. Et ça t'augmente tes statistiques. Donc, ça te sert dans plein de choses. Je pense qu'il faut parler, essayer de regarder des gars qui sont bons et avoir des templates en tête aussi. On entend très souvent le AIDA. Moi, je peux plus me le voir, personnellement. Ah ouais? Ouais, j'en peux plus. Et je te jure, je m'entends toutes les conférences. Ouais, vous n'avez pas entendu le AIDA, c'est la nouvelle révolution. Non, mais ça fait 10 ans qu'on entend parler du AIDA. C'est une technique de copywriting très basique. Moi, je l'enseigne aussi dans la formation, hein, donc je trouve que c'est très bien pour commencer. Mais là, je commence à avoir un niveau de copywriting, tu vois, qui commence à être un peu plus élevé. Et je me dis, bon, en fait, j'ai d'autres réflexes et d'autres techniques de copywriting que je peux utiliser. Qui peuvent me permettre d'avoir des discours un peu différents. C'est un peu comme si tu prenais une glace toujours la même à la vanille, quoi. Il y a un moment, tu as envie de changer un peu ton truc, et puis même pour ton public, quoi. C'est quand même mieux d'essayer Mais sur LinkedIn, tu vois, c'est dur de changer et de ne pas utiliser l'AIDA, par exemple. Bah, franchement, moi, tu vois, sur des posts, parfois, j'ai même pas eu besoin d'utiliser un AIDA, et c'est comme ça que, tu vois, j'ai fait 35 000 vues là, sur mon dernier post. J'ai utilisé un slider LinkedIn, tu vois. Et en fait, parfois, tu n'as même pas besoin de faire un AIDA, tu as juste à essayer d'utiliser le A de l'agitation, tu vois, en mode, bah ok, vous voulez améliorer votre productivité, c'est ça la solution. Et le truc, c'est qu'en plus de ça, bon, je donne un peu mon secret sur LinkedIn, mais le mec va rester longtemps sur LinkedIn parce qu'il va scroller, et en plus difficile la petite technique, c'est d'essayer de pas trop arranger la sauce du mec pour qu'il puisse zoomer sur les images, tu vois, parce que parfois ça peut aussi le rester encore plus longtemps sur le post. Ah ouais. Et derrière, bah, à la fin, tu lui mets un commentaire. Moi, je pensais pas avoir eu plus de 300 personnes qui ont visité sur le truc. J'avais pas utilisé de pod. Enfin, vraiment, pour le coup, j'avais fait ça. J'avais juste travaillé sur ça le matin. Je l'avais testé 2 semaines après. J'ai dit, bon, bah, ça m'aide de ouf. Je vais le partager sur LinkedIn. Et ça avait fait un énorme buzz, tu vois. Donc, je pense que t'es pas obligé d'utiliser forcément un framework. Il y a plein d'autres manières de pouvoir créer du contenu, mais pas forcément du contenu écrit, du contenu persuasif, tu vois. Dans les emails aujourd'hui, ce qui est important, c'est de créer des belles images, d'essayer d'illustrer ça de la meilleure manière possible. Moi, tu vois, si tu vas sur Salesroom, en vrai, j'ai essayé de faire un travail un peu d'évangélisation parce que c'est des métiers quand même, c'est des trucs un peu tech. Donc, il faut que les gens comprennent l'intérêt, pourquoi, etc. Et c'est extrêmement difficile, mais il faut que tu t'adaptes à ça. C'est pour ça que je te dis, va suivre les comptes Twitter. C'est cool. Merci Kevin d'avoir partagé les tips et la bêta également de Salesroom. C'est cool. Bah, avec plaisir. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, en tout cas, si nous, on reste en contact pour Salesroom de toute façon, mais si des gens veulent me contacter ou quoi, je peux leur répondre directement sur LinkedIn ou d'aller voir directement sur le site. Il n'y a aucun souci. Super, bah, on enverra directement les liens aussi en description. Yep. Cool. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous. Ciao.